Oh. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 34e numéro d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit aujourd'hui va vous apporter une information importante. On a enfin diagnostiqué le mal français. Depuis Alain Peyrefitte, on a fait un certain nombre de progrès, mais Alain Peyrefitte était un politique, un politicien même diront certains, un auteur important, qui a en effet écrit un ouvrage intitulé Le mal français. Le titre est resté célèbre. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de vous apporter une information tout à fait nouvelle. On a enfin diagnostiqué médicalement le mal français. Et pour ne pas trahir ce diagnostic, je vais me permettre de vous le lire. Le voici. Comme les plaques protectrices anormales coupent les circuits neuronaux de la mémoire, l'excès d'administration paralyse notre pays. C'est d'un Alzheimer administratif dont il s'agit. Voilà le diagnostic. Le grand avantage de ce diagnostic, c'est qu'il a été formulé par un médecin, par un professeur de médecine, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, professeur Philippe Leven. Bonjour. Bonjour. Vous avez sans doute reconnu la phrase tirée de votre ouvrage que je vais présenter à la caméra. Le voici. Avertissement aux malades, aux médecins et aux élus, aux éditions Le Cherche Midi. Et puisque j'en suis à montrer des ouvrages, un autre ouvrage un peu plus récent, celui-ci, l'autre n'étant pas ancien bien sûr, Savoir et pouvoir, également aux éditions du Cherche Midi. Le professeur Even est l'auteur de ces ouvrages en collaboration avec le professeur Bernard Debray. C'est donc de votre ouvrage Avertissement aux malades, aux médecins et aux élus, j'en oubliais quelques-uns, que j'ai tiré cette phrase. Pour être tout à fait honnête, vous l'appliquiez à l'hôpital. Mais j'ai trouvé qu'elle avait une telle force diagnostique que j'ai pensé qu'on pouvait sans aucune difficulté l'appliquer au mal dont souffre notre pays. Car finalement, c'est bien de cela qu'il est question. En France, rien, absolument rien ne peut se faire. Alors même que des esprits éminents, une intelligence perçante, diagnostiquent tous les jours tel et tel mal dont souffre notre pays, son économie, son système éducatif, etc., etc. Et de tous ces diagnostics ne résulte aucun plan de traitement. Donc je suis heureux de saluer en vous le découvreur scientifique du mal français. Et avec vous, nous allons, professeur Philippe Even, évoquer toute une série de sujets d'actualité d'abord, et puis fondamentaux également, ceux qui ont trait à la façon dont les Français peuvent être soignés et ce qu'ils peuvent attendre de la médecine à l'époque moderne, c'est-à-dire au XXIe siècle. Alors commençons par une question d'actualité. Nous sommes actuellement face à une situation nouvelle. Nous ne pouvons plus aller dans un bar où l'on fume. Alors pour certains, on peut s'en réjouir, d'autres le regrettent. Il s'agit là d'une mesure qui a été prise donc par le pouvoir politique. C'est une interdiction. Et le motif qui est avancé par les gens qui ont pris cette décision, c'est de lutter contre le tabagisme passif. Alors dans l'ouvrage que je viens de citer, l'avertissement aux malades, aux élus, aux médecins et aux élus, vous avez pris sur le tabagisme passif une position qui consiste à dire, et vous demanderez de l'expliciter, que ce tabagisme n'a jamais tué personne. Alors vous êtes vraiment à contre-courant, sans pour autant être bien entendu un partisan du tabac. Vous dites dans votre livre que le tabac tue et tue beaucoup de monde, mais pas le tabagisme passif. Alors pouvez-vous nous expliquer cet aspect des choses ? Oui, avec un certain désespoir, parce que c'est parler dans le désert, tellement le pilonnage, disons, politico-médiatique s'est engagé dans cette voie de l'interdiction depuis 20 ans maintenant. Quand on n'a plus de prise sur les événements, ce qui est le cas de la plupart de nos politiques, quoi qu'ils disent, affirment ou promettent, il reste la possibilité d'interdire à leurs ressortissants. Et c'est vraiment un exemple tout à fait typique. Oui, le tabac tue. Inhaler plusieurs cigarettes par jour, c'est multiplié par 5, par 10 et même à haute dose par 100 le risque de cancer. Et c'est vrai qu'il y a 50 000 personnes qui meurent en France chaque année pour avoir fumé modérément ou intensément. Le problème du tabagisme passif est tout à fait autre chose. C'est une arme inventée par, disons, des communicants pour culpabiliser les fumeurs et dresser contre eux le reste de la population. Avec une vraie efficacité, on le voit bien aujourd'hui, puisque tous les pays, petit à petit, s'y engagent, en tout cas du monde occidental, avec plus ou moins de souplesse, aucune naturellement aux États-Unis, en Écosse ou en Angleterre, curieusement pas beaucoup en Italie, un peu plus en Espagne.
le tabagisme passif, aucun travail ne montre une augmentation sensible, je vais préciser, des risques de santé à cause du tabagisme passif. Il y a aujourd'hui à peu près une centaine d'études. Toutes concluent de la même façon, le risque de cancer est augmenté probablement, ça n'est même pas sûr, de 1 à 2%. Alors vous me direz, c'est pas zéro, mais c'est presque zéro. Alors que fumer même 5 à 10 cigarettes par jour, c'est multiplié par 20. C'est pas 1 ou 2%, c'est 2000%. Et naturellement, fumer beaucoup, un paquet, 2 paquets, 3 paquets par jour, c'est multiplié par 80. Et ça n'a absolument aucun rapport. Il y a beaucoup moins de risques du tabagisme passif qu'il y en a à respirer l'air de nos rues, les émanations de diesel qu'on a disséminées dans tous les pays occidentaux. C'est vraiment quelque chose de dérisoire. Alors on peut concevoir que les gens n'apprécient pas. Et comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'on l'interdise dans les lieux publics où nous sommes tous obligés de nous rendre, le métro, les gares, etc., on peut le concevoir et l'accepter. Par contre, que dans des lieux de convivialité qui sont les restaurants, les bars à narguilé dont j'ai découvert l'existence récemment, où personne n'est obligé de se rendre, et dès lors que le bar afficherait que le tabac y est autorisé, eh bien, ceux qui ne le supportent pas, pour des raisons d'autorat pour les uns, de crainte absolument injustifiée pour les autres, bon, ça me paraîtrait une solution beaucoup plus logique que cette interdiction couperait totalement ridicule. Totalement ridicule. Quand on voit le président de la République encore il y a 15 jours, avec un très beau cigare d'ailleurs, fumé ostensiblement, comment un État peut-il s'engager dans une interdiction aussi dure et en même temps continuer à vendre le tabac, à l'autoriser et à faire rentrer plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année grâce à l'impôt sur les tabacs? De deux choses l'une, ou c'est réellement dangereux et il faut l'interdire, ou s'il n'est pas réellement dangereux, alors il faut des interdictions modérées, politiquement raisonnables, et non pas se lancer dans ce qui va changer très certainement une partie de la convivialité. Mais peut-être le but des pouvoirs publics, quelque part, est partout de réduire la convivialité. Moins il y aura de bars, moins il y aura de petits commerçants, on est en train de s'y engager. Plus les villes seront désertes, plus les gens seront enfermés dans leur clapier derrière des postes de télévision, et plus, probablement, ils seront faciles à maîtriser. Bon, je ne dis pas que c'est ça le calcul, mais ça pourrait bien être des conséquences. Rappelez-vous. Ce n'est pas le calcul, dites-vous, mais en tout cas, tous les actes faits par le pouvoir depuis longtemps vont dans la même direction. C'est quand même d'écarter le citoyen de ce qui peut lui permettre de matérialiser son mécontentement en s'unissant à d'autres. Oui, mais c'est aussi se donner une bonne image de soi-même, se donner une belle âme, que celle de sans cesse sembler préoccupé de la santé de ses concitoyens. 1000 autres exemples nous montrent que cela n'est pas le souci prioritaire. D'ailleurs, souvent par ignorance. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout cela. Mais qu'on interdise le tabac comme on vient de le faire me paraît intellectuellement insupportable parce que c'est un mensonge et, du point de vue de la vie en société, un outrepassement des pouvoirs qui devrait rester raisonnablement appliqué. Alors je précise à l'intention de nos téléspectateurs que, en parlant du tabac, vous savez ce dont vous parlez, puisque votre spécialité, oui, une de vos spécialités est la pneumologie, que vous avez pratiquée et enseignée, et que vous êtes, bien entendu, tout le monde le sait, l'ancien doyen de la faculté Necker-Enfants Malades. Alors, on pourrait ajouter ceci également, c'est que quand on nous a expliqué, c'est un de vos confrères, le professeur Dotzenberg, qui a pris la tête de cette croisade, il était interrogé l'autre jour sur les effets heureux qu'on pouvait attendre de cette mesure. Il a vraiment flotté lamentablement, il a été incapable de répondre. Autant il a été précis sur la cigarette et le tabac, comme vous l'avez été vous-même, autant sur les effets heureux qu'il faut attendre de l'interdiction d'aller lieu public, il n'a manifestement pas pu répondre. Et nous verrons dans quelques mois, nous ferons des enquêtes, etc. Elles donneront sans doute les mêmes résultats que ceux que vous venez de citer. Mais il y a un point qu'il n'a quand même pas abordé, ce qui m'a un peu étonné, c'est la santé des barman. Après tout, il y a deux types de personnes qui effectivement sont exposés
un tabagisme passif, alors on pourrait le qualifier de longue portée, puisqu'ils restent toute la journée dans ce lieu, ce sont les patrons de bar et les barman. Alors vous me direz que votre réponse est la même finalement. Ils peuvent ne pas travailler dans ce lieu-là, ils peuvent choisir d'autres endroits. Enfin, ce qui est quand même frappant, et là je dois dire que c'est pour moi une déception, c'est que les médecins se prêtent à une information qui n'en est pas une. Moi, j'ai toujours pensé que la médecine avait pour objectif non seulement de soigner, mais d'informer honnêtement les futurs patients. Je ne suis pas en train de faire du knock, mais enfin tous ceux qui sont susceptibles de l'être, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, des risques qu'ils prennent. Or là, on entre dans quelque chose qui est autre chose, qui est de, au meilleur des cas de la communication, au pire des cas de l'intoxication. Et finalement, on peut se demander si la véritable intoxication tabagique n'est pas en fait une intoxication mentale. Oui, enfin, le goût d'interdire n'est pas spécifique aux politiques. Tous les hommes l'ont peut-être au fond de l'esprit, et les médecins comme les autres. Et puis c'est aussi une façon de se faire connaître et de faire carrière, que de se présenter comme un croisé d'une grande idée, entre trois paires de guillemets. Quelques hommes en France se sont fait un second métier de cette lutte, de cette croisade contre le tabac. Quelques-uns sont partis à la retraite sans laisser de souvenirs majeurs. Bertrand fait le dernier qui porte le flambeau. Il y en aura d'autres très sympas. Vous parlez du ministre, vous savez, ou non, non. Je parle de Bertrand du professeur d'Otzenberg. Oui, qui est connu, qui n'est connu d'ailleurs uniquement à cause de sa prise de position sur ce sujet. Mais enfin, bon, ça lui permet d'avoir une certaine notoriété et de se considérer comme au service d'une grande cause. Cela dit, si les politiques sont coupables, les médecins qui s'engagent dans cette voie et les soutiennent et les informent ne sont plus encore, parce que ce sont eux qui sont la référence. Encore que peut-on parler de référence, puisqu'il suffit de parler le langage de la majorité pour sembler avoir raison, alors que toute l'histoire montre que la vérité se trouve en général dans l'esprit des minorités. Enfin bon, on pourrait discuter très, très longtemps de ça. Vous avez dit, il a répondu quelque chose, d'Otzenberg. Il a dit, vous verrez, et Tubiana, qui se survit encore, a ajouté, vous verrez dans quelques semaines, ou mois au plus, nous verrons s'effondrer le nombre des cas d'infarctus du myocarde aux urgences. Phrase terrible, parce qu'elle est aisée à mesurer. Et sur quoi se fonde-t-elle? Sur ce qui s'est passé en Italie. C'est pas passé facilement. En particulier dans les petits bourgs, c'est un pays encore très paysan, très de village. Et l'interdiction dans les bars italiens est passée très difficilement. De sorte que le gouvernement italien a raconté, sans le début du commencement d'une preuve publiée dans un journal scientifique à qui on puisse faire confiance, 6 mois après, le nombre des infarctus a diminué en Italie de 20%. Bon. Ça date de 2 ans de formation. Depuis, des études sérieuses auraient pu être faites. Je ne sais pas si elles l'ont été, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de résultat. Ceci est absolument grotesque. Le tabac est dangereux. Peut-être même le tabagisme passif, encore qu'aucun argument ne permet de le dire, sur l'état de nos vaisseaux et de nos artères, y compris celles du cœur, du cerveau, jusqu'à l'âge de 50 ans. Après 50 ans, d'autres facteurs prennent une telle importance, les graisses, le cholestérol, le poids, etc., que l'effet du tabac n'apparaît plus du tout. Le tabac n'est, surtout le tabagisme passif, je parle bien du passif, est en aucun cas un facteur de surmortalité, ni dans les maladies respiratoires, ni dans les maladies cardiaques. Mais on a raconté tellement de choses. Vous savez, quand on fait la liste de ce qui a été dit, on a la surprise de voir que le nombre de maladies provoquées par le tabagisme passif est supérieur aux maladies attribuées au tabagisme actif. Tellement la machine à faire peur s'est mise en route entre les femmes enceintes, les leucémies de l'enfant, etc. Bon, par contre, on ne parle jamais d'un certain nombre de publications curieuses qui mériteraient peut-être une étude plus approfondie, où l'Alzheimer est moins fréquent chez les fumeurs, où les cancers du sein semblent moins fréquents, on n'a pas la moindre idée de comment, pourquoi, etc. Il y a probablement d'autres facteurs qui interviennent. Mais enfin, les faits statistiques sont là. Ça, bien entendu, on n'en parle pas. Mais par ailleurs, toutes les pathologies, à peu près 120 ou 130, ont été attribuées au tabagisme passif, pas au tabagisme actif. Bon, on est devant une entreprise d'intoxication
qui marche. Et dès lors qu'elle marche, elle ne va pas cesser de s'amplifier. Alors, nous sommes effectivement dans une entreprise qui se pente beaucoup à l'intolérance, il faut le dire. L'intolérance n'est plus aujourd'hui toujours religieuse, en tout cas pas dans les pays occidentaux. Elle a trouvé d'autres moyens, elle existe encore, mais enfin elle a trouvé d'autres moyens de s'exprimer. Je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une tendance inhérente à l'homme. Le problème, c'est qu'une société qui veut se développer ne doit pas laisser les intolérants la gouverner. Et là, nous sommes en train, tous les jours, d'en vérifier non seulement l'hypothèse, mais la réalité. Alors, il y a un deuxième facteur qui joue aussi en faveur de cette intolérance, c'est que les événements sont maintenant uniquement médiatiques, sauf lorsqu'ils touchent tout le monde, et là, c'est quand même assez rare, et qu'un événement médiatique a la caractéristique de s'oublier du jour au lendemain. C'est-à-dire que les déclarations de M. Tubiana ou les déclarations de M. Dotzenberg sont déjà oubliées. Il va de soi que personne, pas un journaliste dans 6 mois, n'ira l'interviewer en lui demandant « Alors votre bilan, voici ce que vous disiez il y a 6 mois ». Non, parce que s'il le fait, ce journaliste sera viré. Il n'a pas sa place dans un média digne de ce nom. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles tout le monde peut raconter n'importe quoi, y compris des gens éminents, car M. Tubiana est quand même un homme éminent. Alors, revenons-en, si vous voulez bien, professeur Even, à la médecine d'une façon vraiment plus générale et à l'hôpital. Les livres que vous avez publiés, je les ai tout à l'heure cités et montrés à la caméra, sont des livres qui doivent être des livres de chevet de n'importe quel réformateur. Parce qu'ils ne prennent qu'assez peu parti, sauf pour diagnostiquer le mal et faire des plans de traitement. Enfin, vous n'agissez pas là comme un politique, mais comme quelqu'un qui connaît l'hôpital de l'intérieur et qui apporte son élément de jugement, ses éléments de jugement. Or, on constate que de temps en temps, telle ou telle de vos propositions, telle ou telle de vos réformes, telles que vous avez définies, voit le jour. On commence à voir un peu le jour, mais c'est une manifestation tellement timide qu'on peut penser que tout ceci n'est pas vraiment constitué. Alors finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des livres qui ont chacun 500 ou 600 pages, de dire tout ce qu'il faut dire, d'y avoir passé des années? Est-ce que ça vaut la peine, ou est-ce qu'au fond vous n'auriez pas mieux fait de profiter de, je ne sais pas, d'un balcon ensoleillé quelque part, ou des mers chaudes? Oui, on peut voir les choses comme ça. Je n'avais aucune illusion en écrivant ces livres. Sinon, celle de porter à la connaissance d'une partie du public. Bon, ces livres, ils ont tiré pour l'un à 15 000, l'autre 20 000 exemplaires, ça va très loin. Mais surtout, au niveau des décideurs administratifs et politiques, des informations qu'ils ne possèdent pas ou qu'ils ne veulent pas voir. Les retombées ne sont pas fracassantes. Cependant, quelques petites graines ont été semées, et j'ai le plaisir aujourd'hui de les voir germer avec 3 ans de retard, mais bon, pourquoi pas. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai trouvé qu'il était d'une activité brûlante et qu'il nécessitait, compte tenu de la situation, des mesures d'urgence. 3 ans après, il ne s'est rien passé du tout. J'en suis pas non plus surpris. Cela dit, je constate 2 choses. La Fédération hospitalière de France, qui est une énorme association syndicale qui au fond représente l'administration des hôpitaux, les directeurs des hôpitaux, a publié enfin une carte de la répartition des établissements hospitaliers en France. Et cette carte est assez précise, beaucoup moins précise que celle que j'avais établie moi, qui était la première il y a 5 ans, et qui avait suscité l'extrême agacement de la Fédération hospitalière, qui l'avait exprimé publiquement à de nombreuses reprises. Bon, elle comprend aujourd'hui que le moment est venu de discuter avec les Français, avec les politiques, du nombre des hôpitaux et de leur répartition dans ce pays. Les Français doivent savoir que nous disposons d'un nombre d'hôpitaux à peu près 2 fois supérieur à celui des pays comparables, et d'un nombre de lits théoriques, soulignés 3 fois en rouge, entre 2 et 3 fois supérieur. Je dis théorique parce que il y a 5 types de lits dans nos hôpitaux. Il y a ce qu'on appelle les lits autorisés par les pouvoirs publics. Il y a ensuite les lits installés. C'est ceux qu'on construit vraiment. Alors, il y a déjà un différentiel considérable entre les deux, beaucoup moins. Ensuite, il y a les lits ouverts. Les lits ouverts, il faut du personnel. Et quand on manque de personnel, on ne peut pas les ouvrir tous. Vous avez actuellement, dans nos hôpitaux français, le tiers des lits qui est fermé pour cause de manque de personnel. Vous avez quatrièmement les lits occupés.
Parce que ces lits ouverts, ne croyez pas une seconde qu'ils sont saturés. Ils sont saturés dans certains secteurs, totalement vides dans d'autres. Mais globalement, le taux d'occupation par des malades est de l'ordre moyen de 60%. C'est-à-dire 40% de ces lits ouverts sont ouverts pour rien, avec le personnel afférent. Et puis il y a le dernier groupe qui est les lits ouverts occupés à raison, et non pas de façon injustifiée. Et ça, on peut dire que ça représente à peu près la moitié des lits occupés. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous venez de nous raconter un sketch de Raymond DeVos? C'est la réalité? Absolument. Ah, oui. Absolument. Franchement, si ça n'était grave, on aurait vraiment envie de rire. Non, mais d'une certaine façon, c'est très amusant. Quand Édouard Balladur avait proposé de fermer 50 000 lits et que ça provoquait un tollé, le surlendemain, il dit, mais nous ne fermerons que des lits qui ne sont pas ouverts. Alors, c'était devenu, les journalistes s'en étaient gauchés, on en parle, des lits fictifs, et puis c'est devenu les lits Balladur. Bon, voilà, il avait reculé. Bon, comme l'ont fait tous les politiques depuis. Gilles Johannet, qui était le tout-puissant directeur de la caisse d'assurance maladie à l'époque, avait proposé au gouvernement, je crois que c'était Jospin à l'époque, de fermer 50 000 lits. C'est considérable, hein. Nous avons à peu près 400, 450 000 lits en France, c'était 10% d'un coup. Naturellement, on n'en a fermé aucun, peut-être même qu'on en a ouvert, j'en sais rien. Bon, on est dans une situation de pléthore au nombre de lits, de pléthore au nombre des hôpitaux, dont je vous ai dit combien il était supérieur à celui des autres pays, avec une dispersion sur le territoire telle que nous n'avons pas les moyens financiers de les maintenir, les réparer, leur attribuer les personnels infirmiers et les personnels médicaux nécessaires. Alors, il se trouve que la France est actuellement un pays où on a supprimé, en quelque sorte, un nombre d'étudiants en médecine très important, et ça date de 1996, très exactement. L'affaire était déjà en cours, mais en 1996, la Caisse nationale d'assurance maladie a publié une étude, en tout cas prétendue telle, qui indiquait que qu'il y aurait trop de médecins en France, et que si l'on ne réduisait pas le nombre de médecins, on ne réduirait pas les dépenses de sécurité sociale. Une dizaine d'années après, on manque de médecins, naturellement, c'est-à-dire qu'on est exactement dans Coluche, quoi. Vous donnez le Sahara à un technocrate, 5 ans après, il importe du sable. On en est là. Ces faits sont tellement énormes que les dire, en parler, c'est s'exposer à n'être pas cru. C'est trop gros. On ne peut pas imaginer que depuis M. Barre, ça avait commencé avec M. Barre en 80, l'idée maîtresse était, s'il n'y a pas de médecins, ou s'il y a moins de médecins, on va réduire les dépenses de santé. On va donc réduire les dépenses de santé de cette façon, et on a réduit le contingent des médecins de 7 000 jusqu'à 96, vous parlez, à 3 500 par an. Toutes les projections démographiques, et rien n'est plus facile que la démographie, c'est pas la météorologie, les choses sont faciles à prévoir et sur la longue durée. On savait, depuis 1995, qu'il fallait 6 à 7 000 médecins en France pour maintenir... Par an, pour maintenir un nombre total de médecins comparable à celui de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis ou de l'Italie. Le résultat, puisqu'on était resté très longtemps à 3005, ça y est, maintenant ils ont corrigé le tir. Parce que c'est l'étouffement. C'est l'étouffement par manque de médecins, en tout cas dans beaucoup de régions de France. Bon, tout ça était prévisible, écrit, les courbes en couleur, en relief, indiscutable, mais l'idée a continué à prévaloir. Pour réduire les dépenses de santé, il faut réduire le nombre des médecins. Alors précisément, un autre aspect de cette interdiction a fait que le numerus clausus, c'est comme ça qu'on l'appelle, s'est appliqué avec beaucoup de fermeté et que un nombre important de jeunes Français n'ont pas pu accéder aux études de médecine. Naturellement, il a fallu trouver les médecins dont on avait besoin, et nous avons actuellement 11 à 12 000 médecins à diplôme étranger, dont on n'est pas certain qu'ils aient tous la compétence nécessaire, et qui sont indispensables au fonctionnement notamment des hôpitaux généraux. Alors, on en est là. Vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas croyable, et pourtant c'est vrai. On est certain que beaucoup ont cette compétence, on est certain aussi que beaucoup ne l'ont pas. Il y en a entre 10 et 15 000, c'est très difficile de savoir, et heureusement, parce que sans eux, non seulement beaucoup de nos régions françaises seraient démédicalisées réellement,
mais parce que beaucoup d'hôpitaux, y compris dans les très grandes villes, y compris à Paris, ne fonctionneraient pas. Si ces médecins n'étaient pas là pour assumer le plus dur, les gardes de nuit, etc., nos urgences seraient paralysées, nos hôpitaux paralysés. Et ça, c'est tout de même le résultat d'une politique de la tête dans le sable vraiment étonnante. Alors c'est précisément ce que je disais tout à l'heure à propos de ce qui se dit sur le tabagisme passif ou sur n'importe quel autre sujet d'actualité. Est-ce qu'on va aujourd'hui se tourner vers ceux qui sont les responsables de tout cela? Évidemment non. Et c'est dommage, car finalement, si on s'en prenait quelques-uns, et qu'on faisait un exemple, il ne s'agit pas de les tuer, bien entendu, mais si on disait, monsieur ou madame, vous avez fait une énorme erreur, vous allez le payer vous-même, par exemple en supprimant vos droits à retraite. C'est une sanction qui est normale. Eh bien, je vous assure que le pays serait finalement un peu rassuré. Non, tout le pays est organisé en pouvoir et contre-pouvoir, tel que, en général, aucune décision n'est prise, ou lorsqu'une décision est prise, il est absolument impossible de savoir qui l'a prise, compte tenu du cheminement et des circuits dans lesquels il a passé. Donc, il n'y a pas de responsabilité, donc, comme aurait dit Mme Dufoy, pas de culpabilité. Alors, nous allons donner un excellent exemple. Nous allons prendre une décision, celle de marquer une brève pause technique, qui va nous permettre, qui va permettre à nos téléspectateurs de se reposer un petit peu des vérités un peu dures que nous leur avons assénées, et puis nous reprenons tout aussitôt le cours de cette émission. À tout de suite. Ouf. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est le professeur Philippe Even. Philippe Even, professeur de médecine, ancien doyen de la faculté Necker-Enfants malades, et auteur de plusieurs ouvrages particulièrement importants. J'ai oublié de citer le scandale de l'hôpital Georges Pompidou, et il y en a quelques autres aussi, mais les tout derniers sont Avertissement aux malades, aux médecins et aux élus, aux éditions du Cherche Midi, et Savoirs et pouvoirs, pour une nouvelle politique de la recherche et du médicament, également aux éditions du Cherche Midi. Ces deux ouvrages étant écrits par le professeur Philippe Even et le professeur Bernard Debré. Alors, professeur Even, nous avons passé en revue un certain nombre de sujets, à la fois d'actualité et que j'allais dire éternel. Ça m'a fait penser à cette déclaration d'un homme politique, je crois que c'était de la Troisième République, mais de la Quatrième ou de la Cinquième, ce serait pareil, qui disait « La réforme de l'administration est à l'ordre du jour et elle le restera ». Voilà. Alors, la réforme de l'hôpital, on pourrait en dire autant. Bon, cette chose étant dite, faisons preuve d'optimisme et faisons preuve de confiance. Il viendra bien un jour où il faudra changer les choses. Il vient un moment, en effet, où les faits ne peuvent plus ne pas être appréciés dans leur réalité. Et je crois que nous approchons quand même chaque jour de ce moment. En attendant, ceux qui seront chargés, le moment venu, et je crains que ce ne soit pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, de réformer à la fois l'hôpital et je dirais même l'ensemble du système médical français, vont devoir s'appuyer sur un certain nombre de réalités qui ne peuvent pas être effacées. Parmi celles-ci, il y en a une qui est fondamentale, qui est celle du pouvoir médical. Alors on a beaucoup daubé sur les mandarins, vous en êtes un, on a beaucoup daubé sur le pouvoir médical qui serait un pouvoir niant tous les autres. Bon, vu de l'intérieur, je suis de ceux qui savent que ça n'est pas vrai. Et d'autre part, je rappellerai simplement à nos téléspectateurs qu'un mandarin, dans son acception originelle et originale, c'est un lettré chinois qui se laisse pousser les ongles très longs, de manière à montrer qu'il ne s'abaisse à aucune tâche matérielle. La plupart des médecins ont des ongles très courts, c'est indispensable si on veut soigner les autres. Alors, le pouvoir médical, qu'est-il devenu aujourd'hui? Est-ce que ça n'est pas finalement un pouvoir administratif qui règne sur l'ensemble du secteur? Oui, vous posez la question et vous donnez la réponse en même temps. Cette expression de mandarin ne m'a jamais déplu. Simplement, il y a des mandarins dans tous les champs de l'activité humaine. Il y a ceux qui ont accédé au levier de commande plus ou moins efficace, et puis ceux qui n'ont pas pu y parvenir pour des raisons diverses, peu importe. Mais il y a des mandarins dans tous les secteurs. Dans le secteur médical, des mandarins, je ne dirais pas qu'ils aient complètement disparu, mais leur champ d'action s'est trouvé extraordinairement limité du jour où la santé a coûté réellement très cher. Et ça pose une vraie question, celui du prix de la santé. Aujourd'hui, on nous dit 10% du PIB s'en va dans la santé, il faut absolument réduire ou bloquer cette augmentation. C'est faire bon marché de la réalité. Il y en a deux. La première, c'est que
la France est l'un des pays occidentaux où la santé est au meilleur marché. Alors on l'exprime en termes de PIB. Tous les journalistes parlent de PIB sans trop savoir comment c'est calculé, ce qui est très intéressant. Hein. Le PIB, c'est calculé comme la somme des dépenses engagées par les Français. C'est-à-dire que si vous ne dépensez pas, si vous thésaurisez, que vous mettez dans une banque, en France ou ailleurs, ça n'apparaît pas dans le PIB. Alors quand on voit que le PIB ne progresse pas, ça veut dire que l'argent remis dans le circuit de consommation n'a pas progressé. Ça ne veut pas dire que l'argent gagné n'a pas progressé. Et ce serait aux journalistes d'expliquer ça aux Français. Bon, mais quoi qu'il en soit, le PIB de la France étant aujourd'hui l'un des plus bas des pays occidentaux, quand on dit que nous dépensons 10% de notre PIB pour la santé, ça veut dire nous sommes les seconds derrière, avec l'Allemagne, derrière les États-Unis qui sont à 15 ou 16%. Il faut absolument que nous réduisions ça. Ah, mais non. Parce que si nous évaluons en valeur absolue, qui est la seule qui compte, pas des pourcentages de PIB, combien coûte la santé d'un Français par an? Elle coûte la moitié de celle d'un Américain, beaucoup moins que celle d'un Allemand, d'un Suédois ou d'un Néerlandais. Et la France se classe, selon les façons de calculer, entre le 8e et le 10e rang mondial en termes de dépenses de santé par individu. Donc on pourrait dire que, d'une façon générale, notre système de santé est plutôt plus efficace, plus efficient, plus précisément par rapport à son coût, qu'il ne l'est dans les autres pays. Et ça, c'est une chose qui n'est jamais dite. Et puis il y a une deuxième chose, et là aussi il faut évoquer M. Barbe, et cette fois pour lui rendre hommage, parce qu'il avait organisé un congrès à Lyon sur les recettes de santé, et où on avait rappelé que c'est un champ d'activité économique beaucoup plus important que les Français ne le croient. D'abord, il y a 2 millions de personnes qui travaillent en France dans la santé. Je vous rappelle qu'il y en a à peu près 24 millions qui ont un emploi, à temps plein ou pas. Il y a 2 millions dans la santé. Que c'est le secteur qui a permis de créer 300 à 400 000 emplois, et où les emplois ont été les plus nombreux créés depuis 10 ans. Il y a donc là une activité économique considérable. Or, tous ces gens qui ont des emplois, ils dépensent. Et c'est ce qu'on appelle en économie, en macroéconomie en tout cas, la plus-value d'un système. Eh bien, la plus-value de la santé la place au premier rang de toutes les industries françaises. Largement devant l'automobile, les avions, la viticulture, ou tout ce que vous voudrez. Ce qui réintroduit dans le circuit des dépenses, et qui fait donc partie de la richesse nationale, le plus de plus-value annuelle, ce sont les dépenses de santé. Donc le vrai problème qui se pose, c'est est-ce que nous décidons, nous Français, de consacrer 10% à nos dépenses de santé, ou 15% comme aux États-Unis? Alors naturellement, si on passe à 15%, il faudra bien économiser ailleurs. La vraie question est, qu'est-ce qui est important pour les Français? L'électronique embarquée sur les bicyclettes, les lunettes à écran de télévision incorporées, ou est-ce que c'est de s'assurer la santé? On ne peut pas faire les deux, c'est clair. Il y a des choix à faire. Ces choix ne sont jamais présentés clairement. Donc, vous me pardonnez d'être un petit peu long là, mais j'entends tellement dire les dépenses de santé, les dépenses de santé, les dépenses de santé, que j'aimerais bien entendre les recettes de santé et les choix politiques d'une nation de privilégier son bien-être et sa santé, ou de privilégier toute une série d'autres biens de consommation qui, à l'époque du consumérisme, sont nombreux. Alors, le raisonnement que vous venez de tenir n'est pas une originalité propre à votre pensée. Je veux dire, vous n'êtes pas un individu isolé qui, tout d'un coup, dans le secret de son laboratoire, aurait découvert une recette. C'est comme ça qu'aux États-Unis, par exemple, on raisonne. Les dépenses de santé sont infiniment plus importantes aux États-Unis. Elles sont certes considérées comme un problème d'assurance parce que, comme partout, il y a des problèmes, mais on considère que le secteur de la santé est producteur d'emplois et producteur de richesses. En France, la raison est très simple, c'est que la santé, et là je vais citer un auteur que je ne cite qu'assez rarement, c'est M. Giscard d'Estaing, qui n'est pas mon maître à penser, mais qui avait eu quand même une bonne formule, une fois qu'il avait quitté la présidence de la République, il était devenu président du conseil régional d'Auvergne, et face à la menace de délocalisation d'un laboratoire, je crois que c'était Merck, il avait indiqué, mais enfin ça n'est pas tolérable, il ne faudrait tout de même pas que la sécurité sociale, que la
médecine, les laboratoires, la pharmacie soient devenus un sous-produit de la sécurité sociale. Il avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'on en arrive là. Mais enfin, voilà à peu près la situation dans laquelle on se trouve. Et en effet, quand on raisonne aujourd'hui sur la santé, on vous oppose immédiatement sécurité sociale, comme si les deux allaient de pair. Alors voilà une des explications de la différence que vous avez soulignée. C'est extraordinairement hypocrite et injuste à l'égard de la sécurité sociale. La loi de Pompidou de 1967 donne aux caisses de sécurité sociale la gestion financière de la protection de la santé. Elle ne l'a jamais eu, cette capacité. Parce que Bercy, le ministère des Finances, y est toujours opposé. Et que l'État prend toutes les décisions, avec l'apparence d'un dialogue, mais in fine, c'est lui qui impose toujours la décision, et il assure la gestion de fait, comme on dit, de la santé. Et la sécurité sociale n'est qu'une ombre, et elle mériterait de le rester. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 80 000 personnes en France qui encaissent les cotisations venues des patrons, qui la reçoivent de l'État à travers la CSG, et qui la redistribuent pour les remboursements. Je crois que l'heure serait venue, je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs à penser là non plus, de fiscaliser, comme on dit, entièrement les besoins de santé et d'étendre la CSG à tous les Français. Actuellement, elle représente à peu près le tiers des recettes de la sécurité sociale. Le reste vient des cotisations patronales et de ce qui reste, pas grand-chose, des cotisations que le patron verse au titre des employés. Bon, je ne veux pas vous compliquer les choses, mais dès lors qu'elle serait fiscalisée, il n'y a plus besoin de ces 80 000 personnes pour encaisser et pour redistribuer. C'est typiquement une de ces structures administratives nées au fil des années qui aboutit. Alors bon, ça crée 80 000 emplois, c'est vrai. Mais ces 80 000 emplois n'ont aucune utilité. De toute façon, l'État paye toujours. Si la sécurité sociale est en faillite, au bout du compte, l'État, qui est d'ailleurs lui-même en faillite, le Premier ministre l'a dit, compense les dépenses sociales. Avec retard, en grognant. Bon, mais au bout du compte, on peut confondre aujourd'hui la dette de la sécurité sociale, disons, quoi que disent les journalistes, environ 15 milliards d'euros, et celle de l'État, environ 60 milliards d'euros. C'est la dette que nous constituons chaque année, ou plutôt le déficit que nous ajoutons chaque année à la dette. Alors, on en rembourse d'autre part une autre partie. Bon, il y a quand même un inconvénient à votre proposition. Vous savez que je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, je sais. C'est moi qu'on puisse dire. Mais enfin, le dialogue est intéressant sur la fiscalisation de la sécurité sociale, qui est d'ailleurs en fait, à travers la CSG, elle est fiscalisée pour pratiquement une bonne partie de ses recettes. Mais on peut quand même vous opposer le fait que si elle était fiscalisée, certes, ça permettrait de diminuer le nombre des personnes qui travaillent à recouvrer les cotisations et les redistribuer. En revanche, vous auriez toujours un système étatique. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Alors, je connais vos propositions sur la régionalisation de la santé, etc. On y viendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Mais enfin, l'essentiel, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que ce qui est le principal facteur de dépense, c'est-à-dire l'hôpital, à peu près la moitié des dépenses de santé, puisse redevenir ce qu'il devrait être, ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être une véritable entreprise, au sens le plus noble et le plus strict du terme. Ça n'est pas possible, puisque c'est l'État à chaque instant, et vous le retrouverez encore plus avec une santé fiscalisée qui distribue, en quelque sorte, les consignes, etc. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir non seulement qui paye et qui commande, mais surtout de redonner aux patients et aux médecins, qui sont les principaux intéressés, un pouvoir de décision qui est différent, mais qui doit être important. Je suis beaucoup plus près de vous que vous ne pensez. Alors je m'en réjouis. Certes, la première partie de ce que j'ai dit tout à l'heure peut laisser penser que je continue à croire à l'État remplissant la totalité des missions qui ne lui sont pas naturellement dédiées. Je crois que le problème de l'hôpital est le suivant. C'est d'y réintroduire la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire l'autonomie. Ça veut dire être au service du public sans faire partie nécessairement de ce qu'on appelle aujourd'hui le service public. Une structure autonome ayant un statut, comme l'ont
un certain nombre d'hôpitaux privés qui ont un contrat avec l'État de participation au service public me paraîtrait une bien meilleure solution que celle qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Si on introduit l'autonomie et la responsabilité, tout change dans l'hôpital. Les hommes se mobilisent. Les hommes ont le sentiment qu'ils sont sur le même bateau, qu'ils partagent le même destin, qu'ils sont au service des malades, mais qu'ils doivent le faire en pratiquant une médecine efficace et sobre. Ce qui n'est évidemment pas du tout le cas aujourd'hui, où on multiplie les examens inutiles, les investigations inutiles, etc. C'est assez tragique. Vous parliez de Coluche à plusieurs reprises, mais je vous assure qu'il suffit de passer une journée dans un hôpital avec un malade qu'on est venu y accompagner pour mesurer le délire d'examens complémentaires, de biologie ou d'imagerie, auxquels sont soumis ces malades. Ça n'a pas de fin. Ce sont des listings automatiques, d'ailleurs, aujourd'hui. Tout ça se faisant au préjudice du contact vrai, direct, entre un responsable médical et le malade qui lui donne sa confiance. Tout cela a à peu près totalement disparu dans l'hôpital en 10 ans. Aujourd'hui, il y a des listings d'examens à faire qu'un médecin voit, le lendemain un autre passera, le surlendemain un troisième. Personne ne sera vraiment chargé de faire la synthèse, sauf le dernier, par hasard, parce que ce sera le dernier jour. Ça tombera sur lui. Ça tombera sur lui, c'est exactement ça. Et ceci est un facteur de dépense formidable, parce qu'il n'y a pas la responsabilité à l'égard du malade, mais aussi à l'égard des finances publiques. Alors, une des manifestations de cette irresponsabilité générale, c'est justement le fait qu'il y a à l'hôpital plus d'administratifs que de médecins. Je crois que vous citez dans un de vos ouvrages le nombre, qui a peut-être un petit peu évolué, mais sûrement dans le mauvais sens, d'administratifs à l'assistance publique de Paris. Je crois qu'il y en avait plus de 10 000 pour 8 000 médecins. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui, je le disais, ont dû s'aggraver depuis, car la prise de pouvoir administratif de l'hôpital, plutôt sur l'hôpital, n'est qu'un des éléments de ce qui se passe en France. L'administration a pris le pouvoir en France sur tous les secteurs d'activité. Et c'est bien là qu'est le problème. Regardez ce qui vient de se passer, on l'a évoqué au début de cette émission, dans l'affaire de l'ingérence, car c'est le mot, dans les lieux privés que sont les cafés et les restaurants du pouvoir politique. C'est quelque chose qui, philosophiquement, est quand même difficile à admettre, sauf si l'on considère, et c'est le cas en France, que l'administration a tout pouvoir partout. Alors comme elle a tout pouvoir à l'hôpital, n'espérons pas que le médecin redeviendra celui qu'il était auparavant, c'est-à-dire celui qui commande tout de même à l'ensemble du personnel médical et auquel le malade se réfère quand il a besoin d'avoir une explication ou un traitement. À dire vrai, elle n'a aucun pouvoir que celui de croître, mais non pas d'embellir. Elle n'a aucun pouvoir réel. Les budgets lui sont alloués. Si elle dépasse, elle doit elle-même couper dans les dépenses. La vie n'est pas facile des administrateurs d'hôpitaux, car pris individuellement sont des hommes de qualité qui ont envie d'être au service des malades autant que la plupart des médecins. Mais la réalité se passe de façon très différente. Ils ont créé un système d'autoprolifération qui est assez fascinant. Il y a aujourd'hui 220 000 administratifs en France pour 190 000 médecins à peu près. Dans un hôpital comme le mien, qui est une image de tous les hôpitaux français, il y a en effet plus d'administratifs que de médecins. Et que font ces administratifs? Ne croyez pas qu'ils se tournent les pouces. Ils travaillent très sérieusement. Ils font des statistiques, des comptes, ils écrivent des rapports qui remontent par voie hiérarchique, où personne ne les lit. Quant aux 1500 fonctionnaires du centre des hôpitaux parisiens, ils pondent eux aussi des études, des statistiques, des circulaires qui descendent, mais que personne ne lit non plus à la base. Et on a absolument l'image d'un écureuil, ou plutôt là, 2 écureuils tournant dans une cage sans jamais se rencontrer, et ne prenant jamais aucune décision autre que des péréquations. Alors, on a un trou de 10%, on coupe tous les budgets de 10%. Mais non, il faudra faire un choix, il y a une période. Non. Allez, hop, on coupe tout de 10%, sinon on n'y arrivera pas, tout le monde. Là, chacun paiera sa quote-part au déficit, et donc on va retirer des infirmières ici ou là. L'hôpital Pompidou, vous avez évoqué tout à l'heure, il manque 200 infirmières aujourd'hui. 200 infirmières sur les 600 qui devraient y être. Donc on est réellement dans des situations de paralysie incroyable, ce qui vous explique pourquoi des lits sont fermés, parce qu'on ne peut pas les ouvrir, et pourquoi les malades hospitalisés ne devraient pas être là. Ils ne devraient plus être là. Parce que les examens
Si le personnel est en nombre suffisant, aurait dû être fait en 24 ou 48 heures. Ah oui, mais justement, le scanner, il marche que 6 heures par jour et pas le vendredi, le samedi et le dimanche. Dans le secteur privé, il travaille tous les jours jusqu'à 10 heures du soir. Mais à l'hôpital, on a d'énormes installations très belles, avec personne derrière. De sorte qu'un malade qui devrait rester, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 jours, va rester 3 jours, 4 jours. Hop, puis c'est vendredi soir. On va rester donc jusqu'à lundi. Et hop. Et à chaque fois, un jour d'hôpital, c'est un SMIC mensuel. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Vous aviez lancé le... Oui, j'avais fait le slogan, si vous voulez dire. Sans aucun résultat. Sans aucun résultat. Mais bon, mais c'est bien ça la réalité. Alors que tous les efforts de médecins et d'administratifs autonomes et responsables devraient tendre à utiliser leurs moyens dans les meilleures conditions possibles. Et qu'un système comme ça, ce qu'il faut, c'est 3 manipulateurs radio de plus. Et il faut investir là-dessus. Moyennant quoi, les dépenses vont baisser. Mais est-ce que les administratifs ont intérêt à faire dépenser, à réduire? Bien sûr que non, puisque leurs budgets sont calculés sur le nombre de journées. Ils ont tout intérêt. Et ils poussent eux aussi à ce que, c'est difficile, vous allez sortir là, à 17h parce qu'il n'y a plus personne dans les bureaux, non, vous restez jusqu'à demain. Et hop, ça fait 1 000 € de plus rentrés pour une journée qui rentre. Voilà. Non, mais c'est une histoire de fou. Alors, la preuve, les cliniques privées, elles, certaines gagnent de l'argent, en tout cas, elles ne sont pas en faillite, elles marchent remarquablement bien pour ce qu'elles savent faire. Après, quand même, une phase de concentration importante. Oui, justement, elles l'ont fait. Vous avez raison d'insister là-dessus. Elles ont réduit de moitié le nombre des établissements, elles se sont concentrées, elles se sont spécialisées, et aujourd'hui, elles sont, à mes yeux, un modèle de qualité et de responsabilité. Bon, il y a des trucs qu'elles ne veulent pas faire ou qu'elles ne savent pas faire, des trucs très très lourds. C'est vrai que c'est pas elles qui vont faire la transplantation de moelle. Mais bon, et les urgences, c'est vraiment très lourd pour l'hôpital public et elles s'en dispensent. Donc ça peut peser dans la balance. Mais pour tout le reste, elles sont réellement efficientes et elles devraient être un vrai modèle pour l'hôpital public. Alors, le problème qui se pose finalement, pour quelqu'un comme vous qui avez fait une carrière au sommet dans l'hôpital, enfin, vous n'avez pas commencé au sommet, mais vous y êtes arrivé, et qui avez ensuite fait part de vos conclusions dans des ouvrages, dans des conférences, dans des interventions publiques, le problème qui se pose, c'est de savoir comment nous allons en sortir. Je pense que nous avons un exemple, en bien ou en mal selon l'appréciation de chacun, mais quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il se trouve que Michel Debré était son premier ministre et que son père, Robert Debré, était un hospitalier qui lui a en quelque sorte suggéré cette réforme. Elle a eu un grand avantage, en particulier de faire en sorte que les médecins soient présents à l'hôpital et n'en disparaissent pas une partie de la journée, et que d'autre part le secteur privé et le secteur public aient pu s'allier. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant bientôt 50 ans après, et d'autres réformes sont à faire. Mais est-ce qu'il est possible, dans le cadre politique actuel, de les faire? Est-ce que ça n'est pas forcément un nouveau régime, quel qu'il soit, qui devrait s'y atteler? Car vous disiez tout à l'heure que vous avez écrit des livres et fait tout ce que vous avez fait, finalement, non pas en vain, mais enfin avec des résultats qui restent tout de même très parcellaires. Non, avec le sentiment d'avoir fait et dit ce à quoi je croyais, d'avoir fait d'une certaine façon, et sans se payer de mots, mon devoir. Bon, je vous dis, j'ai mesuré quand même quelques retombées ici ou là, et j'ai pas le sentiment non plus d'avoir innové. Quelquefois, je me dis que j'ai enfoncé les portes ouvertes, parce que tout ce que j'ai écrit, beaucoup de gens le savaient, peut-être pas la totalité, mais beaucoup de gens savaient une partie de cela, et ça n'avait en rien changé les choses. Je suis très, très pessimiste sur la capacité de notre société à changer, même si quelque part je pense que le pouvoir actuel a à sa tête réellement la volonté de changer les choses, et que par conséquent, il parviendra à en changer quelques-unes. Je ne pense pas grand-chose. Mais c'est très inquiétant, car quand un homme axe tout son programme sur le changement, recueille l'assentiment d'une bonne partie des Français sur cette thématique-là, parce que les Français ont compris qu'on ne pouvait pas continuer indéfiniment à rouler dans l'ornière, et que néanmoins, les blocages qui vont apparaître à tous les niveaux de la société vont conduire à un échec relatif, ou un succès relatif, le verbe plein du vide que vous voudrez, ça pose vraiment un problème. Si lui n'y parvient pas, non plus, qui a une chance d'y parvenir? Je pense que c'est la démocratie à la base qui doit s'exercer. Ce sont les associations, ce sont les chaînes de télé-internet qui devraient faire que renaissent dans ce pays qui s'est laissé endormir par les petits écrans médiatiques habituels
une conscience nationale, une réflexion sur la réalité des choses et une capacité d'intervenir, ne serait-ce que par des bulletins de vote, pour qu'on s'engage un peu plus vers une réforme qui est sur le papier possible. De l'argent, il y en a plus qu'on en veut. Ça n'est pas vrai de dire que la France est en faillite. C'est une façon d'exprimer l'état des finances de l'État. Oui, l'État est en faillite. C'est pas le cas. Heureusement pour la France, encore que beaucoup souffrent énormément. Oui, c'est terriblement. Mais je pense qu'il y a la possibilité de se mobiliser dans la responsabilité et l'autonomie contractualisée avec l'État. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de respecter un programme et un contrat qu'on a passé avec lui. Je vous parlais des hôpitaux privés, qui ont la délégation de services publics et qui sont des modèles d'organisation. Je suis sûr qu'il vaut mieux aujourd'hui aller se faire soigner à l'hôpital Foch, par exemple, à Suresnes, que dans la plupart des hôpitaux de l'assistance publique. On y est mieux accueilli, le personnel est plus nombreux, les locaux sont repeints chaque année, ce que je n'ai pas. Je suis resté 25 ans dans mon service de l'ENEC, on a repeint une fois la moitié du service. Non, c'est quelque chose d'assez effrayant, le délabrement de nos hôpitaux. L'hôpital Necker, qui est à côté d'ici, est clairement, sans discussion possible, le plus grand hôpital français en termes de qualité, de spécificité, de performance et de recherche. Je dirais que c'est à peu près le seul qui soit connu dans le monde entier. Eh bien, allez le visiter. Il tombe littéralement en ruine, en maintenant des bâtiments qui ont un siècle et demi, qui n'ont pas été entretenus, qui d'ailleurs sont aux trois quarts vides. Nous nous trouvons là devant une situation vraiment dramatique, parce que c'est pas comme ça à Londres, c'est pas comme ça à Berlin, c'est pas comme ça dans les grandes villes américaines. C'est une situation vraiment très inquiétante que le vieillissement de notre patrimoine hospitalier. Il n'y a pas seulement qu'il marche mal, il y a qu'il est menacé dans ses murs même. Alors c'est précisément ce que j'avais écrit il y a déjà pas mal d'années dans un ouvrage que Raymond Barre avait préfacé, La Révolution des termites, où je racontais, c'était une sorte de conte politique, que les termites, soudain devenus fous, ou en tout cas enragés, s'attaquaient sélectivement aux bâtiments de l'État, et donc ils abattaient les mairies, les préfectures, les ministères, les hôpitaux, la Comédie Française et tout le reste, et que s'édifiait une nouvelle civilisation privée de l'État en France. Alors vous voyez que nous ne sommes pas si loin de la description que vous venez de faire, et donc nous allons effectivement sur cette remarque conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup, professeur Philippe Even, de nous avoir accordé vos précieux instants. Je recommande vivement à tous ceux qui souhaitent la réforme médicale dans son ensemble la lecture de vos ouvrages. Avertissement aux malades, aux médecins et aux élus, du professeur Philippe Even et du professeur Bernard Debré aux éditions Le Cherche Midi, et Savoirs et pouvoirs pour une nouvelle politique de la recherche et du médicament, des mêmes auteurs, également aux éditions du Cherche Midi. Madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que nous ne vous avons pas trop détruit le moral, que le professeur Even, qui, en dépit du réalisme de ses appréciations, garde tout de même un optimisme évident, puisqu'il considère que quand on parle, on a peut-être une chance d'être entendu. C'est en tout cas le vœu que nous formons en ce qui nous concerne. Et, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie donc de nous avoir prêté attention. J'espère vous retrouver prochainement à l'occasion d'une émission nouvelle. Et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt, et vive la France!